Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 15 portant sur le sophiste Antiphon, auquel j'ai déjà consacré, si je ne me trompe, 2 ou 3 vidéos. Nous avons vu la vie, nous avons vu quelques textes, et je vais examiner aujourd'hui avec vous le texte numéro 16 que je vous ai envoyé, que j'ai intitulé Justice et nature. Vous pouvez soit l'avoir sous les yeux sous format papier, soit le regarder sur l'ordinateur. Donc, je vais commenter ce texte qui est un peu long, dont la majeure partie peut paraître un peu surprenante, un peu difficile par moment, mais qui est très intéressant et, je dirais, encore plus intéressant à la fin. Si vous l'avez sous les yeux, et d'ailleurs je vais vous le mettre de suite, vous remarquerez diverses particularités. Voilà, donc j'ai de moi-même, pour la commodité, divisé le texte en paragraphes, vous le voyez. Je l'ai liné également. Je me suis permis de faire ressortir en gras ce qui me paraît essentiel, avec par moment donc la transcription phonétique de mots grecs. Voilà, donc je suivrai les paragraphes et l'alinéation, et vous remarquerez rapidement que la traduction que j'en ai faite est certes un peu lourde, mais c'est volontaire. J'ai voulu coller le plus possible au texte. Ensuite, comme elle est abstraite et parfois très concise, ce qui est une des particularités de la langue grecque, dans l'abstraction, les Grecs sont très concis, donc à l'aide de crochets droits, comme par exemple ici, un petit peu au hasard, la ligne 11, vous voyez, à l'aide de crochets droits, donc, qui ne font pas partie du texte, j'explicite le texte lui-même. Quand il y a des parenthèses, je ne me souviens plus s'il y en a, les parenthèses, j'en ai mis évidemment pour les mots grecs, mais les parenthèses dans le texte lui-même, c'est du texte. Donc mes crochets droits, ce sont des explications qui m'a paru nécessaires de mettre pour la clarté. Voilà, donc nous pouvons aborder ce texte. Auparavant, je vais vous en indiquer les idées principales, donc pour bien suivre. Donc, la grande idée, c'est l'opposition entre la nature et la loi. Opposition qui n'est pas nouvelle chez les sophistes. Donc, 3 ou 4 observations à ce sujet. Donc, nature, loi. Première observation, la nature, c'est de l'ordre de la nécessité. Pas besoin d'insister, je pense que c'est clair que cela nous plaise ou pas, la nature, elle est là, telle qu'elle est. La loi, c'est de l'ordre accidentel, de l'ordre surajouté, ce que dit l'épithète grecque, on la verra tout à l'heure, epithéta, qui est ajouté dessus, ou encore adventis, bon, tous ces mots, vous voyez, étant synonymes pour dire que la loi, c'est de cet ordre-là, surajouté par la convention humaine, convention à laquelle il sera fait appel. Donc les choses sont claires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un autre concept, je dirais, qui dirige tout ce texte, qui va avec d'ailleurs, c'est celui de l'utilité. Utilité, c'est-à-dire de ceux qui nous rend service, à nous individus, qui nous procurent des avantages. Et donc, Antiphon montrera que l'utile est lié à la nature et que l'inutile, disons plutôt le désavantageux pour parler comme lui, c'est plus fort, est lié à la loi. Troisième point, la loi, quand on dit la loi, évidemment, ce sont essentiellement les lois concrètes, hein, on y reviendra, est hostile à la nature. Point suivant, la nature, c'est le domaine de la liberté. À l'opposé, la loi, c'est la privation de la liberté. Et parallèlement à cela,
La nature engendre la joie, puisque c'est le domaine de la liberté. La loi engendre la douleur. Autre point encore, subir l'injustice, sous-entendu en particulier dans un procès, on le verra, c'est contraire à la nature. Et enfin, il y a là une critique sous-jacente de la démocratie judiciaire à Athènes. On le verra à la fin. Donc, voyons maintenant le texte, paragraphe par paragraphe. Je vous lis le premier paragraphe en entier. Donc, la justice est de ne pas transgresser les dispositions légales c'est ta nomima, de la cité dont on se trouve être citoyen. Un homme userait donc de justice de la façon qui soit la plus avantageuse pour lui-même, si en présence de témoins, il considérait les lois comme une grande chose, mais seul et sans témoins, s'il considérait ce qui relève de la nature comme une grande chose. Peut-être je ne le lis pas en entier, nous risquons de ne pas avoir le temps, donc je vais commenter phrase après phrase. Donc la première, vous voyez, qui va de la ligne 3 à la ligne 4, donc depuis la justice jusqu'à citoyen, la justice est donc de ne pas transgresser les dispositions légales de la cité dont on se trouve être citoyen. On voit de suite que la justice ici est envisagée sous ses aspects concrets, c'est-à-dire le respect de la loi ou la transgression de la loi, transposition des dispositions légales comme il dit. Et dans tout ce texte, je l'ai déjà un peu dit, mais répétons-le pour que ça soit clair, Antiphon ne se préoccupe pas de notions. Par exemple, la notion de justice, qu'est-ce que la justice, ne l'intéresse pas. Il en reste au niveau de l'utile, de l'avantageux pour l'individu ou du désavantageux pour l'individu. Et la seconde phrase montre cela immédiatement. Un homme userait donc de justice de la façon qui soit la plus avantageuse pour lui-même, si en présence de témoins, il considérait les lois comme une grande chose, mais seul et sans témoins, s'il considérait ce qui relève de la nature comme une grande chose. Cette phrase, je pense, est très claire. Elle présente deux situations opposées. Première situation, je suis entouré de plusieurs personnes, alors mon intérêt est de dire, puisqu'on m'entend, les lois sont de grandes et belles choses. Deuxième situation, je suis tout seul, je peux me dire sans aucun risque pour moi, donc sans risquer d'avoir des désavantages, ce ne sont pas les dispositions légales, mais ce sont celles de la nature qui sont avantageuses pour moi. Vous voyez que c'est une façon de nous inciter à avoir l'honnêteté de découvrir le fond de notre pensée. Nous ne disons pas les mêmes choses selon que nous sommes seuls et selon que nous sommes entourés. Je passe à la phrase suivante. En effet, dans ligne 6, ce qui relève des lois est adventis, epitheta, tandis que ce qui relève de la nature est nécessaire. Et ce qui relève de la nature est un produit de la nature et non d'une convention. Je commente ceci, donc, ce qui relève des lois est adventis, je vous le disais tout à l'heure, adventis, accidentel, surajouté, c'est ce que dit précisément le mot grec epitheta. À l'opposé, ce qui relève de la nature est nécessaire. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on pourrait, je dirais, à la limite, essayer de contester, mais je crois que c'est difficile de contester que toute production humaine, que ce soit dans le domaine des législatifs ou autre, est quelque chose d'ajouté à la nature. Donc, nous avons là une opposition forte
et évidemment, on vient de le voir, incontestable. Bon, ajouté évidemment, sous-entendu, à la nature. Et cet ajout fait à la nature, c'est précisément ce que fait la convention. Vous voyez le mot grec, homologue tenta, littéralement, ça veut dire les choses sur lesquelles les hommes se sont mis d'accord. Quand ils légifèrent, ils sont d'accord, par définition, sur les lois. Continuons le texte de 9 à 11. Donc, si quelqu'un transgresse les dispositions légales à l'insu de ceux qui ont conclu la convention, il échappe à la honte et au châtiment. Mais s'il ne le fait pas à l'insu de ceux qui ont conclu la convention, il n'y échappe pas. Pas de difficulté. On revient, voyez, aux deux types de situations envisagées tout à l'heure. Voilà. Soit que si c'est à l'insu, donc je suis tout seul. Si c'est pas à l'insu, ça veut dire que on me voit, on sait ce que je fais ou ce que je dis. Pas besoin de commentaires supplémentaires. Je pense que c'est clair. La suite, à peine un peu plus compliquée, donc mais si, etc. Mais si, en allant au-delà du possible. Alors j'explique, entre crochets, ça veut dire en allant au-delà de ce que permet la nature. Il fait violence à ce qui est le produit de la nature, le mal, sous-entendu le mal qu'il se fait à lui-même, n'est pas moindre si cela est fait à l'insu de tous les hommes, ni plus grand si tous le voient. En effet, ce n'est pas à cause de l'opinion qu'il subit un dommage, mais à cause de la vérité, entendons à cause d'un dommage véritable. Voilà, donc, après la transgression des lois, nous sommes là dans l'hypothèse, vous voyez, de la transgression de la nature, ou si vous voulez, des lois de la nature. Mais si en allant au-delà du possible, au-delà de ce que permet la nature. Voilà, il fait violence, etc. Donc là, nous sommes dans le domaine de la transgression de la nature. Il nous dit ceci, si je viole les lois de la nature, que l'on me voit en train de les violer ou que l'on ne me voit pas, le dommage que je subirai sera exactement le même. Ça ne dépend pas du fait qu'on me voit ou qu'on ne me voit pas. Je prends un ou deux exemples qui me viennent à l'esprit. Voilà, mon corps n'est pas fait pour sauter d'une hauteur de 10 ou 20 mètres. Si je saute de cette hauteur, je vais me tuer. Je viole je vais au-delà du possible de mon corps. Je viole la nature. De même, mon corps n'est pas fait pour que je me jette dans les flammes, bon, etc., etc. Vous voyez que les exemples surabondent. Si je viole les lois de la nature, qu'on me voit ou qu'on me voit pas, le dommage sera exactement le même. Passons au paragraphe 2. Mais l'examen de tous ces points, sous-entendu ce que je viens de dire, a pour finalité ceci, que la plupart de ce qui est juste selon la loi a été institué d'une manière hostile à la nature. Prenons d'abord cette phrase capitale, donc, tout ce que je viens de dire dans le paragraphe 1 a pour finalité ceci, la plupart de ce qui est juste selon la loi a été institué d'une manière hostile à la nature. Je vous disais tout à l'heure, la loi est hostile à la nature. Et donc, il va examiner cela. Et le mot important, c'est ce qui est juste selon la loi. Cela va être répété, vous allez le voir. Donc, il ne va pas entrer dans tous les détails, il va en prendre quelques-uns qui sont très clairs. En effet, ont été institués pour les yeux des lois disant ce qu'ils doivent voir et ce qu'ils ne doivent pas voir. Pour les oreilles, ce qu'elles doivent entendre et ce qu'elles ne doivent pas entendre. Pour la langue, ce qu'elle doit dire et ce qu'elle ne doit pas dire. Pour les mains, ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Pour les pieds, là où ils doivent aller et là où ils ne doivent pas aller. Pour l'esprit, ce qu'il doit désirer et ce qu'il ne doit pas désirer. Bon,
Je crois que ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, ces exemples sont très clairs. La loi nous dit dans tous ces domaines ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Je continue. C'est la fin qui est un peu plus délicate à partir, vous voyez, de la ligne 22, ici. Or, les choses dont les lois détournent les hommes ne sont en rien plus amis de la nature et plus apparentés à elle que celles vers lesquelles elle les pousse. C'est un petit peu délicat. Je reprends. Or, les choses dont les lois détournent les hommes, donc les interdictions légales, ne sont en rien plus amis de la nature et plus apparentés à elle, deux notions voisines, que celles vers lesquelles elle les pousse. Bon, l'affirmation, évidemment, est surprenante. Si, au lieu de dire en rien plus ami, il avait mis en rien moins ami, et au lieu de dire plus apparenté, il avait mis moins apparenté, cela nous paraîtrait plus clair. Mais je crois qu'il l'a fait exprès pour nous surprendre, mais ce qui est important, c'est que cette formulation n'affecte pas du tout l'idée que veut exprimer Antiphon, et que je vous résume, les interdictions légales, les choses dont les lois détournent, et les autorisations légales. Donc ces deux-là, interdiction et autorisation, ou même on pourrait dire les injonctions légales en allant à l'autre bout, ce sont choses indifférentes par rapport à la nature. Interdiction, permission, injonction légale, pour la nature, ce n'est ni plus ni moins ami. Ce n'est ni plus ni moins apparenté à la nature, puisque c'est totalement étranger à la nature. Donc, vous voyez que l'idée, exprimée de façon volontairement un peu surprenante, est tout de même claire. Ou si vous préférez encore, où je résume l'idée, la nature et la loi sont deux domaines totalement distincts, si bien que ce que dit la loi est totalement indifférent à la nature. Et c'est ce que va exprimer d'une autre façon la phrase suivante, le vivre, etc. Ici. Et d'autre part, le vivre est du domaine de la nature et le mourir aussi. Et le vivre relève de ce qui est utile aux hommes, le mourir de ce qui ne leur est pas utile. Donc, prenons d'abord la première phrase qui est absolument claire. Le vivre est du domaine de la nature et le mourir aussi. Je pense que c'est évident, vie et mort, c'est ce qu'il y a au fond de plus naturel. Donc, c'est la fin qui est intéressante. Et le vivre relève de ce qui est utile aux hommes, le mourir de ce qui ne leur est pas utile. Donc là, on a l'impression qu'il change d'idée, mais non, il reste bien dans le même domaine. Il vient de dire à raison, vivre et mourir, c'est du naturel. Mais maintenant, il va se placer au point de vue de l'utilité qui lui est chère. Vivre relève de ce qui est utile aux hommes, bon, c'est évident. Nous aspirons à vivre. Évidemment, nous n'aspirons pas à mourir. La mort, on ne peut pas dire qu'elle nous soit utile. Vous voyez, donc là, il se place du point de vue de la simple utilité. Cela ne signifie pas du tout, évidemment, qu'il condamne, qu'il repousse ce qui est de la nature. Il y a la loi naturelle, vivre et mourir, et puis il y a l'utilité de telle ou telle chose pour nous. Je passe maintenant au paragraphe 3. Ce qui est utile, quand il a été établi par la loi, cela, c'est des chaînes pour la nature. C'est ce que j'avais résumé tout à l'heure en parlant d'hostilité de la loi à la nature. Donc, tout ce paragraphe va conjuguer deux choses, si vous voulez, l'utilité et la liberté qui sont du côté de la nature
et le contraire de ces deux choses-là qui sont du côté de la loi. Je le commente un peu par avance. Donc, le domaine de la nature, vous allez le voir, c'est le domaine de la liberté, où il y a une règle qui est simple. La seule règle, c'est la règle de l'utilité. Et c'est même pas une règle, si vous voulez, c'est le fondement même de notre intérêt à vivre. Et la phrase aussi va vous donner à la fin une définition très simple de l'utile. Vous voyez, ce qui est utile en vérité ne doit point nuire, mais rendre service. Alors, je peux relire le tout maintenant. À partir de, par conséquent, ce qui cause de la douleur, sous-entendu quand cette douleur est causée par la loi, à bien raisonner, n'est pas plus utile à la nature que ceux qui procurent de la joie. Et donc, ne serait pas plus utile ce qui afflige, sous-entendu, du fait de la loi, que ce qui donne de la joie, toujours du fait de la loi. Car ce qui est utile en vérité ne doit point nuire, mais rendre service. Voilà, donc ces fameuses chaînes légales, elles provoquent parfois de la douleur, de l'affliction, elles peuvent parfois provoquer de la joie, mais ça n'a aucun intérêt parce que le véritable intérêt que nous avons, c'est ce que nous donne la nature. Je passe au paragraphe 4. Le paragraphe 4, qui est un petit peu long, parle essentiellement des procès judiciaires à Athènes. Vous allez le voir, à part deux ou trois allusions, il ne s'agit que de cela. Donc, je le lis. Ceux qui se défendent, sous-entendu, en justice, après avoir subi un préjudice. Donc, je suis, si vous voulez, l'accusateur et quelqu'un m'a causé un préjudice, il sera le défendeur. Bon. Donc, ceux qui se défendent, bon, ceux qui vont en justice, si vous voulez, après avoir subi de quelqu'un un préjudice. Et sans avoir pris eux-mêmes l'initiative d'agir. Donc, on est dans le cas de la victime. Dans la phrase suivante, il sort de la justice. Un petit peu. Ceux qui traitent bien leurs parents, même si ceux-ci se comportent mal envers eux. À part cette phrase, on revient à la justice. Ceux qui acceptent que d'autres les accusent sous la foi du serment, mais qui eux-mêmes ne le font pas. Il résume maintenant, beaucoup de ces choses qui viennent d'être mentionnées, on les trouverait hostiles à la nature. Je crois que c'est évident. Comme tel, c'est contraire à la nature, puisque là, cela nous cause un préjudice, une souffrance, etc. Il est inhérent à ces choses qu'on souffre davantage, alors qu'il serait possible de souffrir moins, et qu'on ait moins de plaisir alors qu'il serait possible d'en avoir plus, et qu'on subisse un mal alors qu'il serait possible de n'en pas subir. Et la suite va bien éclairer ce qu'il vient de dire. Voilà, vous êtes dans le domaine légal. Si vous restez dans ce domaine légal, vous allez souffrir, avoir des avantages, etc. Mais il vous serait possible d'échapper à cela. Il suffit de laisser de côté les lois et de revenir à la nature. Et il va renforcer cette idée. La phrase suivante est très intéressante. Donc, si une protection venue des lois, advenait pour ceux qui acceptent ce genre de situation désagréable qu'on vient de voir, tandis qu'à ceux qui ne l'acceptent pas, mais au contraire s'y opposent, advenait un dommage, l'obéissance aux lois ne serait pas inutile. Mais en réalité, il apparaît que à ceux qui acceptent ce genre de situation, le juste issu de la loi n'est pas capable de porter secours. Et il va illustrer par deux exemples. Celui-ci,
Alors, j'explique le juste issu de la loi. En premier lieu, permet que la victime soit victime et que l'auteur du dommage causé à la victime agisse. Et en second lieu, pas plus qu'ici, c'est-à-dire au moment du crime ou du dommage, le juste issu de la loi n'a empêché que la victime ne soit victime, mais que l'auteur du crime, donc le scélérat, n'agisse lorsqu'on en, voilà, troisièmement, lorsqu'on en vient au châtiment, le juste issu de la loi n'est pas plus du côté de la victime que du côté du scélérat. La victime doit en effet persuader, sont toujours au tribunal, ceux qui vont infliger le châtiment qu'elle a subi un dommage. Alors, si elle ne prend pas cette voie de la persuasion, elle a une autre voie, ou bien elle doit être capable d'obtenir justice par tromperie. Très bien. Mais possibilité est aussi laissée au scélérat de nier, de réfuter les arguments de la victime. Voilà, donc la fin est toujours très claire. Vous êtes victime, vous pouvez peut-être persuader le tribunal d'infliger le châtiment à celui qui vous a causé le dommage. Vous pouvez essayer notre voie, tromper le tribunal, mais de toute façon, le scélérat, celui qui vous a causé le mal, il a la possibilité judiciaire de réfuter vos arguments. Il y a une allusion là très claire à ce qui se passe dans les tribunaux, se passer dans les tribunaux athéniens, comme ce qui se passe chez nous. Il doit y avoir égalité de parole. Bon, à Athènes, c'était très clair. Il y avait le fameux sablier qui comptait le temps égal pour l'accusateur et pour l'accusé. Et donc, vous avez fait votre discours, mais après, celui qui pourtant a causé un dommage sévère à vous-même, a commis un crime même, eh bien, il aura autant de temps que vous pour réfuter vos arguments. Voilà donc pour ces lignes, vous voyez, parfois un peu délicates, mais très intéressantes sur nature et justice et loi qui sont opposées. J'ai rajouté un titre pour le paragraphe 5 que vous voyez ici. La nature ne connaît ni barbare ni grec. Vous allez voir que ces quelques lignes sont très intéressantes et d'une très grande nouveauté. Je vous rappelle que nous sommes au 5e siècle avant notre ère. Les lois de ceux qui sont nos voisins, nous les connaissons et nous les vénérons. Mais celles de ceux qui vivent loin de nous, nous ne les connaissons ni ne les vénérons. Nous avons là un constat qui est très clair. Voilà, nous les Grecs, nous évidemment les Grecs, nos voisins, mettons Athènes et puis toutes les cités voisines donc de la Grèce, qu'elles soient continentales ou qu'elles soient insulaires, nous les connaissons et comme telles, parce que ce sont des lois grecques, nous les vénérons. Mais celles des peuples lointains, nous les ignorons et nous n'avons pour elles aucune vénération. Là, c'est le constat très clair. Cela devient très intéressant à partir de la conséquence. En cela, donc, nous nous comportons les uns envers les autres comme des barbares. Cette phrase est tout de même très forte. Si l'on songe à, si vous voulez d'abord, l'étymologie de barbare, j'y reviens, barbaros, barbar, vous voyez, comme quand on dit blablabla, bla, 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 c'est celui qui parle et pour lequel je n'entends que des sons, blablabla, barbar, qui sont pour moi inintelligibles. De cette réaction, je dirais, physiologique, on est passé à une appréciation. Bon, nous, les Grecs, nous sommes de civilisation supérieure et les barbares sont de civilisation inférieure. Et en particulier, on a vu cela longuement avec les guerres médiques
Et oui, les pauvres Perses vivent sous la tyrannie d'un roi qui a droit de vie sur eux et droit de mort. Nous vivons simplement sous le gouvernement de la loi. Et donc, ces lois, c'est nous qui les faisons. Donc, je referme ma parenthèse. Donc, nous revenons à la force de la phrase. En ignorant et en ne vénérant pas les lois des peuples lointains, des peuples barbares, nous nous comportons ainsi comme des barbares. Puisque par nature, assurément, nous sommes tous pareillement disposés en tout à être et barbares et grecs. Nous avons là la phrase essentielle. Et vous remarquez l'insistance. Par nature, en grec, nous avons phusei. Nous sommes tous pareillement, nous sommes disposés. Pephukamen, c'est la même racine que phusei. Nous sommes pareillement et nous sommes disposés en tout à être et barbares et grecs. Donc, disons cela d'une autre façon, la nature a fait que les Grecs et les barbares ont tous les mêmes dispositions dans tous les domaines. Vous voyez, l'insistance est très forte, hein, pareillement et en tout. Voilà une phrase capitale. Il est opportun d'examiner parmi les choses existant par nature celles qui sont chez tous les hommes nécessaires et qu'ils se procurent tous selon les mêmes capacités. Très intéressant aussi. Regardons donc parmi tout ce qui existe dans la nature. Bon, il y a évidemment des choses qui nous sont nécessaires et que nous nous procurons. Eh bien, il nous dit que pour se procurer ces choses nécessaires à notre vie, nous avons tous, et barbares et grecs, les mêmes capacités. Derrière capacité, il dit bien les mêmes, il faut entendre évidemment aussi bien les capacités intellectuelles que les capacités physiques. Et sur ces points, même, ce que je viens de dire là, se procurer le nécessaire, nul d'entre nous n'a été défini comme barbare ou comme grec. Voilà peut-être la phrase la plus forte et la plus belle de son texte. Bon, elle ne fait qu'expliciter ce qu'il y avait auparavant. Donc, on revient, vous voyez, à cette notion de nature si chère aux sophistes. Donc, la nature n'a défini aucun d'entre nous comme barbare ou comme grec. La nature, elle a fabriqué des êtres humains. On pourrait dire, en reprenant son langage, que le fait d'être barbare ou grec, je ne dirais pas que c'est adventis, mais c'est simplement une expression diverse de la nature. Nul d'entre nous n'a été défini comme barbare ou comme grec. Si vous voulez, nous sommes tous barbares, nous sommes tous grecs. En effet, il va prendre des exemples très clairs. Nous respirons tous dans l'air par la bouche et par les narines. Nous rions quand nous avons l'esprit joyeux et pleurons quand nous sommes affligés. Nous recevons les sons par l'ouïe. Nous voyons grâce à la lumière à l'aide de la vue. Nous travaillons avec nos mains, nous marchons avec nos pieds. Reprenons tous ces exemples, pas dans le détail, mais voilà, tous les êtres humains, voilà, ont les mêmes caractéristiques physiques et, autrement dit, ils ont tous le même corps et ce même corps fait qu'ils sont tous des humains et qui ne sont ni barbares ni grecs. Donc, je voudrais conclure très rapidement sur ce texte qui, vous voyez, est extraordinaire. Alors, il y a un lien avec ce qui précède, vous voyez, puisque dans ce qui précède, c'était l'opposition entre la loi et la nature. Donc, il revient là. Vous voyez que ce fameux thème de la nature, il l'exploite de très belle façon à propos des êtres humains. Donc, ce qui est remarquable, c'est la chronologie. Je le rappelle, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est évident qu'Antiphon n'avait pas les données scientifiques que nous avons pour affirmer ce qu'il vient de faire.
les recherches sur la génétique ont montré le tracé de l'évolution humaine. Donc, a montré que tous les humains, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leurs caractéristiques physiques, ont la même souche originelle. Chez nous, la science nous a fait peut-être prendre conscience très nettement de cela. Antiphon, et c'est ce que je trouve admirable, n'avait évidemment pas du tout ces données. Et donc, vous voyez, ce que j'admire, c'est qu'à partir d'une réflexion sur la nature, il est arrivé à une conclusion dont peut-être nous nous enorgueillissons, mais il y est arrivé par la seule force de sa réflexion. Et donc, c'est, à mon avis, j'aimerais bien peut-être en trouver un autre, mais jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé avant le 5e siècle, avant Antiphon, un texte qui ait dit aussi fortement cela. Nul n'a été défini par la nature comme barbare ou comme grec. Et cela me ramène, bien sûr, à la racine de la philosophie grecque. Quand les Grecs se sont mis à philosopher au 7e, 6e siècle avec Thalès et encore plus nettement avec Anaximandre, ils ont fait appel à leur raison. Et donc, les premiers philosophes ont utilisé leur raison pour tâcher d'expliquer le monde et la nature, les hommes, les dieux. Et là, on continue au 5e siècle avec les sophistes à utiliser la raison pour réfléchir à partir de considérations sur la nature, sur ce que sont les êtres humains. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que c'est le dernier cours de l'année 2021, année tout à fait spéciale, et j'espère donc vous retrouver à la rentrée d'octobre dans d'autres conditions plus agréables, et nous reprendrons Antiphon où nous l'avons laissé, car j'ai laissé de côté 2 ou 3 textes, et nous continuerons donc avec les sophistes. En attendant, je vous souhaite de très agréables vacances.